Ces hommes, habillés en noir, cagoulés et à la voix trafiquée, se revendiquent de la DZ Mafia, une importante organisation criminelle marseillaise. Ce cartel a le quasi-monopole de la centaine de points de deal de la ville. Certains génèrent jusqu'à 80 000 € par jour. La prise de pouvoir de la DZ Mafia est un phénomène qui s'explique et qui peut être analysé. Les règlements de compte s'enchaînent à Marseille, situation hors de contrôle. La drogue, elle a jamais fait autant de dégâts, il n'y a jamais eu autant de guerres. Je vais enchaîner mes contrats, frérot, je vais redescendre. Le jeune homme serait un membre du clan DZ Mafia, réputé pour régner sur une partie du trafic de drogue dans la cité phocéenne. Si on prend une métaphore animalière, il y a une longue chrysalide du crime organisé sur Marseille, de transformation du crime organisé sur Marseille depuis les années 2000-2010, qui a abouti naturellement à la naissance de la DZ Mafia. Les actes de violence en 3 jours contre les prisons françaises et leur personnel, et un mystérieux sigle, DDPF. 4 lettres qui font référence à une chaîne Telegram anonyme et confidentielle, baptisée Défense des droits des prisonniers français. On est dans un phénomène qui est en train de vampiriser et qui a l'ambition de vampiriser les institutions, la société, la République, et en fait le vivre ensemble, au-delà, bien au-delà, et du trafic de stupéfiants, et des règlements de compte, et du racket. On est dans les prémices d'une contre-société, évidemment ultra-violente, évidemment où les règles sont totalement différentes, et où cette contre-société, elle est évidemment ultra-capitaliste, et un capitalisme mortifère. La DZ Mafia, c'est une organisation criminelle marseillaise dont le nom est apparu médiatiquement, judiciairement, vraiment à partir de 2023. La DZ Mafia, un gang criminel marseillais bien connu des forces de l'ordre, qui veut désormais étendre son hégémonie dans tout le sud de la France. C'est une bande qui, très rapidement, a généré une terreur sur Marseille parce qu'il y a eu énormément de règlements de compte qui étaient liés et qui étaient pilotés par cette bande, qui a voulu rafler la majorité des points de stupéfiants de Marseille et en fait prendre le contrôle de Marseille. Une année traumatisante pour la deuxième ville de France. Jamais le trafic de stupéfiants n'avait été si mortel à Marseille. Au moins 47 morts contre 31 l'an dernier. Et ce qui est original dans cette bande, c'est que d'abord, elle a remporté toutes les guerres depuis 2023 qu'elle a menées, et donc elle est quasiment hégémonique sur la ville, et que cette bande, c'est en fait l'accomplissement d'un long phénomène, d'une longue maturation de la criminalité organisée sur Marseille, qui, si on prend une métaphore animalière, il y a une longue chrysalide du crime organisé sur Marseille, de transformation du crime organisé sur Marseille depuis les années 2000-2010, qui a abouti naturellement à la naissance de la DZ Mafia. La DZ Mafia, quand on commence à se plonger et dans les procédures judiciaires et à discuter avec les avocats, les policiers, certains membres du crime organisé ou approchant le crime organisé, certaines personnes en prison, on comprend qu'elle a une organisation qui est très particulière et assez nouvelle. C'est-à-dire que vous avez un premier cercle qui est composé des patrons de la DZ Mafia qui sont à peu près identifiés. Vous en avez en gros 4 vraiment au cœur des décisions de la DZ Mafia. Et en fait, ce cercle restreint, il pilote des opérations via principalement des applications Snapchat, Telegram, Signal, où ils recrutent des gens avec des petites annonces qu'ils n'ont jamais vues ou qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont parfois repérés sur des points de stup qui sont recommandés par des amis, et ils font des entretiens d'embauche sur les applications et une fois l'entretien d'embauche, on va dire fait, ils leur fournissent armes, voitures, logistique. Et ça,
c'est quand même très particulier. Parce qu'auparavant, dans les organisations criminelles, vous aviez, notamment à Marseille, un groupe, évidemment, qui était central de décision, mais où chacun avait sa particularité. C'est-à-dire, vous n'aviez pas, comme on a avec la DZ Mafia, des commandos de tueurs qui sont quasiment déconnectés ou des intérimaires qui travaillent pour la DZ Mafia. Mais à qui on donne le label DZ Mafia parce qu'ils vont aller tuer pour la DZ Mafia. Voilà, je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Le soir, je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Sur la vie de ma mère, à dire, je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Ça, c'est une des premières particularités. Une des autres particularités, c'est que la DZ Mafia, sur les 4 dirigeants, il y en a 3 qui sont en prison depuis très longtemps. Et donc, ils doivent trouver des gens, et ils trouvent des gens, toujours via des applications, Telegram ou quoi, qu'ils appellent leurs 1, qui vont gérer leur argent, leur logistique, déplacer les armes, et qui sont, il faut le dire, très mal rémunérés pour faire ça. La DZ Mafia a longtemps été présentée comme une sorte de génération spontanée. Alors certes, la carrière de Gabriel Horry, de Madi Zerdoum, de Amin Oualan et de Tchiklaribi, les 4 têtes pensantes de la DZ Mafia, on peut penser que c'est une ascension météoritique. Sauf que quand on a un peu de mémoire et qu'on plonge dans l'histoire du crime organisé à Marseille, on voit très bien que ces gens-là, ça fait 10, 15 ans qu'ils sont dans le crime organisé. Durement. Certains ont fait des braquages, certains ont déjà fait du trafic de stupes depuis 10 ans. Ils ont tous déjà été condamnés. Et donc, c'est des gens qui ont en partie fait leur classe sans qu'on le voie. Mais arriver à devenir chef de clan à entre 30 et 40 ans, ça, c'est plus rare. Ça, c'est différent. Il y a un rajeunissement, comme on peut le voir dans la société, il y a un rajeunissement de l'accession à la tête des organisations de crime organisé. Et pour continuer sur l'histoire, et ça, c'est un exemple très clair où la DZ Mafia s'inscrit dans une histoire marseillaise et du crime organisé marseillais, c'est qu'on a beaucoup parlé de la guerre entre la DZ Mafia et le clan Yoda, qui étaient 2 clans rivaux pour le contrôle du trafic de stupéfiants à Marseille. Si cette année est aussi sanglante, ce n'est pas par hasard. Une guerre acharnée est en cours depuis février entre 2 clans rivaux, Yoda et DZ Mafia. 38 avenue du marché national. C'était la paternelle, la frappe à Yoda. Elle déclenche des jeux d'alliance, les autres clans prenant parti pour l'un ou pour l'autre, ou pour personne, mais profitant du marché disponible. On estime que 80% des homicides ou tentatives d'homicide sont liés de près ou de loin à cette guerre. Évidemment que la guerre, elle est avant tout financière, elle est avant tout une question de pouvoir, de territoire, etc. Il y a la légende qui est d'ailleurs propagée, y compris au sein de la DZ Mafia et de Yoda, que 2 chefs de la DZ Mafia et de Yoda se sont engueulés autour d'une fille dans une boîte en Thaïlande. Et que c'est ça qui a déclenché la guerre. Voilà, ça, on pourra faire un roman dessus, c'est très beau, ça participe. Sauf que quand on regarde les choses, Tchiklaribi, il a été condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à un triple assassinat en 2011, à Marseille. Dans ce triple assassinat, vous aviez un jeune garçon dont le frère est devenu l'un des patrons de Yoda. Ils ont été tués par balle avant que la voiture ne prenne feu. C'est ce que révèlent les autopsies. Ici, dans cette banlieue résidentielle, 3 corps calcinés ont été retrouvés à l'arrière d'un véhicule carbonisé. La police connaît désormais leur identité. Âgés d'à peine 20 ans, les jeunes hommes sont issus d'une cité des quartiers nord de Marseille. Donc, là, vous avez aussi une racine du conflit, et d'un conflit qui a longuement maturé avant d'exploser. Il sort de prison en 2021. À partir de sa sortie de prison, vous voyez une augmentation des règlements de compte à Marseille après une période de relative accalmie. Et en fait, c'est un phénomène malheureusement classique
est très simple à expliquer. C'est que vous avez un narcotrafiquant qui est arrêté, qui est condamné, qui va en prison. Son territoire, son business, est récupéré par des rivaux. Quand il sort de prison, ils veulent récupérer. Ça provoque une guerre. Et la sortie de Tchik-Larimi de prison pour récupérer son territoire à Marseille, c'est très intéressant parce que ça a généré une énorme guerre qu'il a gagnée en s'alliant avec Gabriel Horry, Madi Zerdoum et Amin Oualan, 3 personnes qui gravitaient dans l'entourage du rival de Tchik-Larimi qui avait récupéré son business. Et ils ont changé de camp. Et donc, ça s'inscrit dans une logique, encore une fois, l'accession ou la prise de pouvoir de la DZ Mafia est un phénomène qui s'explique et qui peut être analysé. Plus de 70% des faits, 73% plus exactement, des faits d'homicide volontaire en bande organisée, de tentatives d'homicide volontaire en bande organisée, sont imputables et sont en lien au contentieux entre la DZ Mafia et Yoda. 34 faits sont imputables à la DZ Mafia, 24 faits sont imputables à Yoda. On peut penser que la DZ Mafia a créé une rupture dans l'histoire du milieu marseillais parce que c'est une organisation qui naît vraiment en prison et qui est majoritairement pilotée depuis la prison. C'est une organisation qui est dirigée par des gens qui sont relativement jeunes, puisque ils ont entre 30 et 35 ans. C'est des gens qui vont être en prison pendant longtemps, puisque soit ils ont été condamnés, un des dirigeants, La Brute, vient d'être condamné aux assises après avoir reconnu un meurtre. Donc c'est des gens qui vont rester en prison très longtemps. Et c'est des gens qui, justement, n'ont pas non plus ce rapport au terrain. C'est-à-dire qu'ils n'occupent plus le terrain. Et là où il y a une vraie rupture, c'est-à-dire que dans le milieu traditionnel, ou en tout cas dans le milieu anciennement, ceux qui dirigeaient, à un moment, ils mettaient vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que dans le milieu traditionnel, que ce soit dans le milieu corse, dans le milieu marseillais, dans le milieu marseillais des quartiers nord, dont on a vu l'ascension au début des années 2000 avec quelqu'un comme Farid Berama, c'est des gens qui ne déléguaient pas quand il fallait faire un règlement de compte. C'est des gens qui ne déléguaient pas leur présence quand il fallait aller reprendre un terrain ou extorquer quelqu'un. C'est des gens qui y allaient eux-mêmes. Là, on est dans une ubérisation, des manpowerisation, parce que des fois, on a l'impression que ça fonctionne comme une agence d'intérim qui recrute, qui prête même ces hommes à d'autres réseaux en dehors de Marseille, jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Paris, jusqu'à Dijon, jusqu'à Toulouse. Le savoir-faire marseillais s'exporte dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse et dans le Gard, avec, quand on fait l'analyse du phénomène, soit sous une forme de prêt de main-d'œuvre, c'est-à-dire les milieux locaux vont recruter les tueurs marseillais, soit dans le cadre, au contraire, de coups de force. Et donc, ça, c'est une vraie rupture. Mais une fois qu'on a dit ça, que ça peut apparaître comme une rupture, on voit très bien que ça suit une évolution. Ça suit et l'évolution de la société, et l'évolution des criminels, et l'évolution des réseaux sociaux, et l'évolution économique. Parce que ce que fait la DZ Mafia, le trafic de stupéfiants, le crime organisé, ça n'a jamais été des marxistes. Ça a toujours été du capitalisme pur et dur.
Et là, ils sont dans une nouvelle évolution du capitalisme où, si on continue la métaphore, on est dans une précarisation des ouvriers, du narcobanditisme et du banditisme. On voit bien que cette génération qui tient la DZ Mafia, elle s'inscrit aussi dans l'histoire de la mafia française, marseillaise et du crime organisé. Parce qu'elle suit une évolution qui est, on va dire, classique. Ils ont commencé par des braquages et principalement du trafic de stupéfiants. Et peu à peu, ils ouvrent leurs activités, que ce soit à la prostitution, que ce soit surtout à l'extorsion de fonds, aux rackets, que ce soit des commerces, des artistes. Et à un moment, naturellement, on va les voir dans l'immobilier. Et ça, c'est une évolution qui est classique. Après avoir fait main basse sur le trafic de drogue dans la région, le groupe, habitué aux assassinats ciblés, diversifierait ses activités. Trafic d'armes, proxénétisme, tentative d'extorsion sur le rapport marseillais SCH, dont l'un des proches a été tué l'été dernier. Il revendique officiellement d'avoir la main sur 80% des rappeurs français. Et donc, en gros, de racketter 80% des rappeurs français. Que ceux qui ne passent pas à la caisse, comme SCH, ils sont victimes de tentatives de règlement de compte. Un mort et un blessé grave, l'équipe de SCH a été visée lors d'une fusillade peu après le concert du rappeur. Près de cette boîte de nuit de la Grande Motte, la Dune Club, des tirs à l'arme automatique ont atteint les 2 passagers du véhicule avec lequel se déplace habituellement le rappeur. Les faits se sont produits peu après le show de l'artiste marseillais, vers 5h45, à quelques centaines de mètres du club. Selon une source proche de l'enquête, le passager, atteint de 2 balles au niveau du thorax, est décédé sur place, tandis que le conducteur, grièvement blessé, a été héliporté par le SAMU avec un pronostic vital engagé. Très clairement, c'était SCH qui était visé, parce qu'il savait qu'il était menacé, et donc, il prend des Airbnb au lieu de prendre des hôtels, il prend des voitures banalisées au lieu de prendre les vannes officielles, etc. Les victimes sont des proches, vous le savez tous, de Julien Schwarzer, qui est un rappeur connu sous le pseudonyme de SCH. À noter que c'est en raison d'événements fortuits que SCH ne se trouvait pas dans ce véhicule qu'il aurait dû normalement utiliser pour entrer à son hôtel après la représentation qu'il avait donnée dans la discothèque La Dune. Entendu par les services enquêteurs, Julien Schwarzer expliquait faire l'objet de tentatives d'extorsion sans plus de précision de clans criminels marseillais depuis environ 1 an. En fait, SCH explique très bien, et c'est un très bon exemple, de comment la DZ Mafia, mais d'autres groupes de crimes organisés, essaient de mettre la main sur eux. C'est-à-dire que souvent, les rappeurs, parce que c'est une question de génération, de culture, etc., ils viennent de quartiers populaires. Donc dans ces quartiers populaires, ils sont repérés, ils sont connus, donc ils sont très identifiés. Et donc, on sait que si ça progresse, il y a de l'argent qui va circuler, donc on essaie de leur mettre le grappin dessus. Et donc, ils sont, d'une certaine façon, et c'est ce qu'explique SCH, à un moment condamnés à partir s'ils ne veulent pas être rincés et extorqués, tout simplement. Et ça, on peut penser que c'est un phénomène nouveau, mais l'entrisme du milieu dans le monde de la nuit, dans le monde des acteurs, enfin, faut se rappeler des liens qu'Alain Delon avait avec le crime organisé. Je veux dire, c'était net, c'était précis, etc. Il faut se rappeler que quand Le Parrain a été tourné, a été diffusé, etc., Coppola, il a eu des messages. Bon, ils étaient plutôt contents, mais il a eu des messages et ils sont venus. Il faut se rappeler que le crime organisé investit le monde du spectacle et de l'art. Et donc, il n'y a aucune raison pour que le rap soit épargné. Alors, la DZ Mafia a fait 2 choses qui sont particulièrement étonnantes et qui sont du jamais vu dans le monde criminel français. En 2024,
ils ont tout bonnement organisé une conférence de presse sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il n'avait rien à voir avec 2 meurtres qui avaient été revendiqués en leur nom et qui avaient particulièrement choqué Marseille et la société marseillaise, parce qu'il y avait notamment un chauffeur de VTC qui avait été tué par un gamin de 14 ans. Pour rien, comme ça. Cela fait plusieurs jours que de fausses informations circulent en boucle dans les médias et dans les réseaux sur les faits qui sont produits entre mercredi et vendredi dernier. Le communiqué d'aujourd'hui est fait dans l'intention de rétablir la vérité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui montre d'abord qu'ils ont une certaine forme de culture, parce que toute, on va dire, la photographie de la conférence de presse rappelle le FLNC des années 90, donc les nationalistes corses, où tout le monde est cagoulé, on montre les armes, on a un grand drapeau où il y a marqué DZ Mafia pour bien se poser, et on envoie un message à la société que, regardez, on n'est pas si méchant que ça, on a des règles, et donc, nous, d'une certaine façon, on a notre code d'honneur, et nous ne sommes pas un ennemi de la société marseillaise. Deuxième chose qui est nouvelle, un peu plus souterraine, c'est quand il y a eu, en 2025, ces opérations contre les prisons. C'est-à-dire que on a été étonné que, évidemment, super surprenant, que des prisons soient mitraillées simultanément dans plusieurs endroits de France, qu'il y ait des tags qui apparaissent et qu'il y ait un communiqué d'un certain DDPF, c'est-à-dire un comité des détenus français. Actes de violence en 3 jours contre les prisons françaises et leur personnel, et un mystérieux sigle, DDPF. 4 lettres qui font référence à une chaîne Telegram anonyme et confidentielle, baptisée Défense des droits des prisonniers français. Et donc, dans l'imaginaire, et même historiquement, on va dire, la lutte contre les prisons françaises, on pense aux quartiers de haute sécurité, les QHS, contre lesquels a lutté Mesrine. On pense aussi à Action Directe qui voulait attaquer l'État et le revendiquer dans des communiqués de presse. Mais une organisation mafieuse qui fait ça, on l'a jamais vu. Or, on s'est bien rendu compte que c'est quelqu'un de la DZ Mafia qui a écrit cela, qui a écrit le communiqué. Et ils ont recruté des gens, encore une fois sur Snapchat, sur Telegram, pour dire voilà, ces dates-là, ces dates-là, ces dates-là, qui est dispo, contre rémunération, pour aller mitrailler ces prisons-là, ces prisons-là, ces prisons-là. Ça veut dire que ils veulent et ils n'hésitent pas à s'attaquer aux institutions, et c'est-à-dire se poser en contre-pouvoir contre les institutions et contre l'État. Et ça, ces 2 éléments, que ce soit la conférence de presse ou l'attaque des prisons, c'est très particulier parce que, historiquement, les groupes mafieux français essaient d'infiltrer l'État et de profiter de ses entrées, d'une protection, etc. La DZ Mafia, elle n'est pas dans ça, là, elle se pose en nous, on est un contre-pouvoir. Et ça, c'est une vraie évolution mafieuse. Et ça, on le voit en Italie, on le voit aussi dans les cartels au Mexique, ou en Colombie, où les gens comme Escobar, comme Pablo Escobar, ont joué un rôle politique en se positionnant comme des acteurs de la société. Et donc, on est dans une nouvelle évolution du phénomène mafieux, dans une nouvelle étape où, ok, ils ont l'ambition aussi de s'opposer comme des acteurs de la société et de créer une contre-société. Et ça, on le voit dans leur communication externe, et on le voit aussi dans leur communication interne, parce que quand on n'a aucun problème à mettre la tête de magistrats, de direction d'administration pénitentiaire, de professeurs des écoles, de flics, quand on n'hésite pas à mettre leur tête à prix, on a quand même franchi une étape. Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abîme jour après jour, année après année, le tissu social. Et donc, on est dans un phénomène qui est en train de vampiriser et qui a l'ambition de vampiriser les institutions, la société, la République et en fait le vivre ensemble. Au-delà, bien au-delà, et du trafic de stupéfiants, et des règlements de compte, et du racket.